Alors, je n'ai pas la prétention de rivaliser avec les auteurs prestigieux qui se sont succédés à cette tribune, mais je suis vraiment très heureux d'avoir l'opportunité d'évoquer avec vous les grands défis qui attendent un produit qui me passionne depuis mon enfance, l'automobile. Ce produit s'est beaucoup banalisé par sa grande diffusion, mais il a été et il reste un formidable instrument de liberté. Bien avant l'invention de la roue par les Sumériens, il y a 6000 ans, la mobilité faisait partie des aspirations, des besoins fondamentaux de l'humanité. Mon distingué confrère, le docteur Mikulik de Mercedes, fait remarquer que la mobilité des personnes et des biens n'est pas la conséquence, mais bien le fondement de la prospérité. Et en ce sens, dans nos pays industrialisés, l'automobile a longtemps été un médium vital pour la mobilité et donc un atout économique indispensable. Je tenterai de vous montrer les enjeux principaux pour l'automobile de demain, les pistes les plus probables et comment le métier d'ingénieur continuera à trouver dans cette industrie l'opportunité de se dépasser, de mettre toute l'étendue de son talent au service du progrès, pas seulement technique, mais aussi du progrès de l'humanité dans le respect de notre fragile planète. Je vous propose de traiter ce sujet très vaste en 3 parties. Pour commencer, je souhaite vous montrer que l'automobile vit actuellement une période charnière de son histoire. Ensuite, j'explorerai avec vous les grands défis qui attendent l'automobile. Et enfin, je terminerai dans ma 3e partie en partageant avec vous ma perception de l'impact de ces mutations profondes sur le métier d'ingénieur. Donc, afin de planter le décor, je vous propose de commencer en vous montrant que l'automobile est à un tournant de son histoire. Et justement, commençons par un peu d'histoire. L'automobile est née en 1886 avec Daimler, si on met de côté le fardier de Cugnot. Au début, cette invention a été réservée à quelques avant-gardistes fortunés. Très vite, elle a passionné les ingénieurs et les inventeurs. Saviez-vous que la première voiture à atteindre le 100 km/h a été la Jamais Contente en 1898 et c'était une voiture électrique. Louis Renault était surnommé l'homme aux 500 brevets. C'est lui qui a notamment inventé le turbocompresseur en 1902. C'est lui, il aura fallu attendre près de 75 ans pour que cette invention soit appliquée en série. Il aura fallu que les matériaux, la précision d'usinage et la productivité des usines permettent à cette invention de trouver le bon rapport valeur-coût pour être commercialisée et trouver sa clientèle. Avec Henry Ford, l'automobile s'est démocratisée et son célèbre Model T a permis à des millions d'Américains de se déplacer en famille. C'est aussi une période de très forte concentration des marques. En 1900, il n'y avait pas moins de 200 marques en France. En 1920, il n'y en a plus que quelques dizaines, dont 5 grands. C'est le triomphe du Fordisme et de la production de masse. L'automobile influencera ainsi profondément l'organisation du travail dans toute l'industrie. Après la Deuxième Guerre mondiale, la 4 chevaux Renault amplifie le mouvement et permet aux familles françaises de profiter pleinement de leur semaine de congés payés. Dans le domaine industriel, la deuxième grande révolution après le Fordisme est l'œuvre de Toyota. Ce constructeur japonais engage une révision en profondeur du mode de production avec comme objectif numéro 1 la qualité. Cette nouvelle méthode vise le zéro défaut, le zéro déchet, le zéro stock, etc. Elle assurera le succès de ce constructeur qui détrônera General Motors en 2008, car le toyotisme a fait faire des progrès de géant, non seulement en qualité, mais également en productivité. Et là encore, l'industrie automobile s'est montrée pionnière pour les autres industries. Ce court résumé et ces quelques exemples
montre que le XXe siècle a été profondément influencé par l'automobile. Cette industrie a été l'origine de nombreuses percées techniques et de modèles industriels qui ont été généralisés aux autres industries. Finalement, l'automobile a accompagné le développement de nos sociétés occidentales et elle a été une source de progrès pour l'humanité en permettant une mobilité individuelle et une grande liberté. Mais à la fin du XXe siècle, à partir des années 80, l'image de ce produit qui avait entraîné une grande partie du progrès technique, qui faisait rêver tant de jeunes, qui était synonyme de liberté, a progressivement pâli, spécialement dans les pays industrialisés. La mortalité sur les routes, les encombrements, la pollution atmosphérique et plus généralement l'impact sur l'environnement ont fini par ternir l'image de l'automobile. Au début de ce XXIe siècle, l'automobile doit donc se réinventer. Nous sommes donc bien à un tournant majeur. Au XXe siècle, la société s'est adaptée à l'automobile, s'est même parfois façonnée autour de l'automobile. Songez au drive-in aux USA. Au XXIe siècle, nous entrons dans une époque où l'automobile va devoir s'adapter à l'homme et à la planète. Car ce besoin vital de liberté, de mobilité autonome demeure et subsistera toujours. Ayons conscience que ce désamour de l'automobile touche surtout ceux qui y ont accès facilement. Ayons conscience que les 3/4 de l'humanité sont privés de ce moyen de liberté. Le défi majeur est donc de mener cette transformation profonde, de permettre à l'automobile de gommer ses effets négatifs pour continuer à être un formidable instrument de liberté et donc une source de progrès pour l'humanité, pour toute l'humanité, et ceci en protégeant notre planète. C'est ce que je souhaite développer dans ma deuxième partie. Je pense que pour réussir cette mutation, pour rester cette source de progrès, l'automobile est confrontée à 5 grands défis. Le premier est la sécurité des usagers de la route, et pas seulement des occupants du véhicule. Le deuxième est la protection de l'environnement au sens le plus large. Le troisième sera la qualité de vie à bord du véhicule pour que le déplacement soit un plaisir. Le quatrième, c'est la performance économique afin de pouvoir offrir cette mobilité individuelle au plus grand nombre. Et enfin, le cinquième défi est l'intégration de l'automobile dans un système de mobilité plus large. Pour chacun de ces défis, je ferai un lien entre la situation récente, de manière à bien comprendre les enjeux et la manière dont on peut anticiper les progrès futurs. Commençons par la sécurité. Toutes nos sociétés recherchent de plus en plus le risque zéro. Toutes nos sociétés expriment de plus en plus une aspiration à une sécurité maximale. Les pouvoirs publics ne me démentiront pas, la mortalité routière n'est pas une fatalité et les progrès récents montrent qu'un objectif de tendre à terme vers 0 blessé grave sur les routes n'est pas une utopie. Quand je parle de 0 blessé grave, je ne parle pas seulement des occupants des véhicules, mais aussi des usagers vulnérables de la route, comme les piétons ou les cyclistes, car les progrès de l'automobile peuvent aussi prévenir les collisions et ainsi protéger ces usagers vulnérables. Lorsque l'on regarde la carte du monde, on y voit des contrastes très frappants par rapport à la sécurité routière. L'on peut déformer la carte en donnant à chaque pays une surface proportionnelle à la quantité totale d'automobiles, d'une part, ou au nombre de morts sur les routes. Lorsqu'on fait l'exercice, la France est 4 fois plus grosse que l'Inde pour le parc automobile, mais est 20 fois plus petite que l'Inde en nombre de morts sur les routes. On a donc un rapport de 1 à 80 en termes de sécurité entre la France et l'Inde. Lorsque l'on regarde comment se distribuent les victimes selon leur usage de la route, on voit qu'en France, la moitié des victimes sont les occupants des voitures,
quand en Inde, cette proportion est seulement de 21%, chiffre que l'on trouve également au Brésil. Si on regarde maintenant la tendance, on voit que dans la zone européenne, le nombre de morts sur les routes a diminué de plus de moitié pendant que le parc automobile doublait en 20 ans. Mais cela cache une autre réalité. Les progrès récents de sécurité des véhicules, associés à l'amélioration des comportements des conducteurs par les actions préventives et répressives des pouvoirs publics, bénéficient majoritairement aux occupants des voitures. Ainsi, entre 2008 et 2009, les décès des occupants des voitures ont baissé plus vite que ceux des deux roues. Dans les dernières années, les progrès les plus importants ont été concentrés sur la réduction des risques de perte de contrôle du véhicule, l'ABS pour le freinage, l'ESP pour le contrôle de trajectoire, et sur la protection des occupants des voitures en cas de choc, mesuré par l'Euro NCAP avec le système des étoiles. Il subsiste encore des potentiels de progrès dans ces deux dimensions, mais la rupture nécessaire pour tendre vers cet objectif long terme de 0 blessé grave est d'optimiser le système constitué de l'infrastructure et des usagers de la route. Il va falloir, premièrement, détecter, prévenir et empêcher la collision au maximum. Ensuite, au cas où la collision se produirait quand même, protéger au maximum les victimes, qu'elles soient dans ou en dehors du véhicule. Et dans le cas où il y aurait des blessés, avertir immédiatement les secours, ce qui peut sauver des vies ou des séquelles irrémédiables. Ce défi est formidablement motivant, car c'est un vrai défi citoyen, et comme beaucoup de confrères, nous pensons qu'il n'est plus hors de portée. Les progrès dans la connaissance de l'accidentologie, dans les différentes technologies faisant appel à l'électronique et dans l'approche système qui intègre l'infrastructure donneront des résultats spectaculaires, surtout s'ils sont conjugués à une action continue sur les comportements des utilisateurs de la route. Je propose de passer à notre second grand défi, la protection de l'environnement, et cela au sens le plus large, comme je l'évoquais dans mon introduction. Ce sujet prend de plus en plus d'importance dans l'opinion publique. Vous connaissez sans doute le proverbe Maasai, « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Eh bien, l'automobile est souvent, si je puis dire, l'arbre qui cache la forêt, car c'est un arbre que l'on voit facilement. Si l'on prend l'exemple des émissions de CO2 d'origine humaine, l'automobile représente environ 12 à 13% du total, alors que la plupart des gens pensent que la réalité est au-delà de 50%. Comme toujours, il est bon de s'en tenir au fait et d'agir partout où cela est possible. Chez Renault, nous considérons que l'automobile fait partie du problème et donc que nous devons absolument faire partie de la solution. L'impact environnemental revêt de nombreux aspects qu'il faut intégrer tout au long du cycle de vie des véhicules. J'en vois 4. Le premier, le plus connu, est évidemment l'impact sur l'effet de serre et donc sur le climat, avec notamment un axe prioritaire sur le CO2. Le deuxième impact est celui sur la santé, dans les zones urbaines, par les émissions toxiques, mais aussi par l'emploi de substances toxiques. Le troisième impact est celui sur les sols, par les rejets industriels. Et enfin, le dernier est l'impact sur la consommation des ressources rares de la planète. Je reprendrai chacun de ces impacts successivement. Le défi, donc, pour l'automobile ne peut donc être que de tendre vers zéro impact sur l'environnement. Je propose de commencer par l'effet de serre, qui mobilise, si je puis dire, le plus d'énergie actuellement. Et le premier facteur à mettre sous contrôle est évidemment le CO2. Ce facteur est extrêmement corrélé à la consommation de carburant et donc des ressources fossiles. J'y reviendrai pour le quatrième impact, celui des ressources. En d'autres termes, le facteur le plus efficace pour baisser le CO2 est le coût de l'énergie d'origine fossile. Plus il est élevé et plus les différents acteurs économiques seront incités à réduire les consommations et donc les émissions de CO2.
De plus, il est important de bien intégrer les émissions totales sur la vie du véhicule, et cela du puits de pétrole jusqu'à la roue. Cela signifie qu'il faut compter les émissions de CO2 générées pour produire l'énergie utilisable par le consommateur. Alors dans le cas du véhicule électrique, évidemment cela peut aller de 0 g par kilomètre pour une production d'électricité par un barrage hydroélectrique jusqu'à 120 g par kilomètre pour une production à base de charbon. Ensuite, à cette consommation de CO2, il faut ajouter l'énergie nécessaire pour fabriquer la voiture, l'énergie nécessaire pour la faire rouler, et enfin pour la recycler. Sachez que ce que l'on appelle l'énergie du réservoir à la roue, donc l'énergie, la consommation de CO2 pendant l'usage du véhicule, représente environ 140 g par kilomètre pour une voiture moyenne moderne. Alors, en Europe, les voitures neuves ont réduit leurs émissions de CO2 de plus de 25% dans les dernières 20 dernières années. Pour autant, compte tenu des effets de parc, donc la croissance du parc et le renouvellement lent du parc par les voitures neuves, cela se traduit finalement par une stabilisation des émissions automobiles et il faut donc accélérer la réduction de ces émissions. La Commission européenne a tracé 2 grandes étapes qui conduiront en 2020 à des émissions de CO2 réduites de 40% par rapport à celles de 2008. C'est certainement notre plus grand défi. Des solutions existent pour atteindre zéro émission, mais les conditions économiques sont loin d'être réunies pour les rendre accessibles à tous les clients. Différentes stratégies sont développées par les constructeurs. Chez Renault, nous développons une stratégie de mobilité durable pour tous. Ceci signifie que nous mettons sur le marché des solutions qui sont dans les moyens des acheteurs. C'est notre label Eco2 pour écologique et économique. Cette stratégie se déploie selon 2 grands axes. Le premier concerne la préparation du long terme, qui sera fait de véhicules à zéro émission en développant dès maintenant les véhicules électriques. Vous le savez, Renault croit beaucoup aux véhicules électriques et investit avec son allié Nissan 2 milliards d'euros pour amorcer la diffusion de masse de ces véhicules que nous voyons prendre une part de marché de 10% en 2020. C'est une vraie révolution, très ambitieuse et qui prépare le long terme. Elle se poursuivra avec la montée en puissance des piles à combustible. Mais tout ceci prendra du temps, d'où notre deuxième axe. Il consiste à utiliser toute l'ingéniosité de nos équipes pour réduire les pertes au niveau de nos véhicules et augmenter le rendement des moteurs thermiques, et cela en limitant les coûts pour que nos clients ne subissent pas de charges supplémentaires. Les 20 ans qui viennent verront encore une majorité de motorisations thermiques, mais plus économes de moitié par rapport à aujourd'hui. Pour ce qui est du deuxième impact, celui sur la santé humaine dans les villes, la réduction des émissions toxiques a été extrêmement rapide. En Europe, dans les 20 dernières années, les émissions des véhicules lancés sur le marché ont diminué de près de 90% en moyenne et jusqu'à 98% lorsque l'on compte les particules des moteurs diesel, en répondant ainsi aux normes de dépollution. Il reste encore du chemin pour parvenir à l'impact zéro, mais c'est surtout l'effet de parc qui ralentit les progrès. La moitié du parc européen a plus de 10 ans et l'effet des véhicules les plus récents ne se fera donc totalement sentir que dans 20 ans. Je suis personnellement très confiant sur le fait que ce problème sera résolu dans les 20 ans qui viennent. Pour le troisième impact, les normes industrielles de type 14001 ont édicté des règles très strictes qui protègent les sols de la pollution. Toutes les usines du groupe Renault respectent ces normes et la certification est assujettie à des contrôles réguliers. Ce problème me semble bien sous contrôle pour ce qui est de notre activité. Et enfin, pour ce qui est du quatrième impact, celui sur la consommation des ressources rares de la planète, il reste beaucoup à faire, évidemment. La première ressource rare est l'énergie d'origine fossile.
Les actions sur la réduction du CO2 agiront en même temps sur la réduction de la consommation d'énergie non renouvelable. Mais il faut aussi considérer les autres ressources rares que sont certains matériaux. Si le silicium n'est pas près de s'épuiser, et heureusement, car il est à la base des semi-conducteurs et donc de l'électronique, ce n'est pas le cas de bien d'autres matériaux. L'eau, par exemple, devient une ressource de plus en plus rare selon les régions. La Chine risque ainsi de perdre 40% de ses réserves en eau d'ici 15 à 20 ans. Par ailleurs, les perspectives sur le cuivre sont assez pessimistes puisque nous risquons l'épuisement des ressources primaires dans les 25 ans. Il existe maintenant un recensement très détaillé des risques à terme sur toutes ces ressources et sur leur répartition géographique. Tout le monde a en tête la concentration du pétrole au Moyen-Orient, mais un autre matériau important comme le lithium, qui est nécessaire dans les batteries des véhicules électriques, est lui concentré en Bolivie. Alors pour relever ces défis, la maîtrise du cycle de vie prend de plus en plus d'importance avec la montée en puissance du recyclage. Le recyclage est de plus en plus pris en compte dès les premiers pas de la conception afin de développer des pièces qui favorisent le démontage et le recyclage et ainsi de fermer la boucle matière. La recherche est très active dans ces domaines car les véhicules en fin de vie sont en passe de devenir les mines de demain destinées à fournir les matières pour les véhicules des générations à venir. Et puis bien sûr, les recherches devront trouver des matériaux de substitution et à chaque fois que c'est possible, renouvelables. J'ai été un peu long sur ce thème de l'environnement, mais c'est clairement le défi le plus difficile et aussi le plus nécessaire pour le long terme. Je ne sais pas si nous parviendrons à atteindre ce zéro impact sur l'environnement, mais en tout cas, voilà un champ idéal pour que les ingénieurs expriment tout leur talent. J'y reviendrai dans ma troisième partie. C'est un domaine où nous devrons savoir nous ouvrir à d'autres sciences que celles que nous pratiquons traditionnellement. Je propose de passer maintenant à mon troisième défi. Alors celui-ci, il est beaucoup plus ludique, puisqu'il s'agit de la qualité de vie à bord du véhicule pour que le déplacement soit un plaisir. Parce que la voiture a aussi été souvent un objet de passion. Il ne faut pas l'oublier. Alors ce domaine est très vaste, puisqu'il s'agit de satisfaire à la fois le conducteur, mais aussi ses passagers. Pour ce qui est du conducteur, je crois que les progrès principaux seront dans la facilité de conduite et dans la sensation de maîtrise au doigt et à l'œil. Ceci concernera l'immense majorité des conducteurs. Bien sûr, il restera certainement aussi un peu de place pour les passionnés de sport automobile, mais ce sport lui aussi devra se mettre en phase avec les contraintes environnementales. L'enjeu est donc de permettre au conducteur de rester entièrement maître de son véhicule, et cela sans effort. Ceci se traduira surtout par des châssis intelligents, au sens où, tout en restant d'un prix abordable, ils permettront un guidage optimum du véhicule dans toutes les situations de conduite rencontrées, telles que passage d'une courbe, freinage d'urgence, manœuvre d'évitement, mais aussi manœuvre en ville. L'automatisation de la conduite est un axe de progrès qui fait l'objet de nombreuses actions de recherche, mais aussi de nombreux débats. On conçoit assez bien qu'une voiture capable d'aller se garer toute seule à sa place de parking, sans l'intervention du conducteur, est un progrès qui ne pose pas débat. En revanche, aller jusqu'à une automatisation qui prenne en charge le trajet complet depuis Paris jusqu'à Nice pose d'autres questions, et notamment en termes de responsabilité. Néanmoins, si l'on considère une mobilité pour tous, certaines personnes handicapées ne seraient alors plus exclues. J'ai parlé du conducteur, parlons des autres occupants du véhicule, les passagers. Nous travaillons à offrir une qualité de vie qui soit un prolongement du lieu de vie, en offrant une continuité dans la télécommunication et du bien-être à bord du véhicule. Ceci devrait se traduire par une sorte de route à deux voies, intégrée dans une réflexion plus générale sur les systèmes de mobilité. La première voie
c'est de réduire toutes les formes de stress inhérentes à la conduite et au trajet. Et la deuxième, c'est d'accroître au contraire tout ce qui concourt au confort et au bien-être à bord, à la sérénité et à la confiance. Les pistes principales concernent 3 ruptures. Une rupture technologique et de coût dans les architectures des véhicules qui permettra de rendre accessibles à tous de nouvelles prestations de confort et de bien-être. Une deuxième rupture dans l'usage avec des interfaces plus simples et plus intuitives entre les occupants et leurs voitures, en particulier pour les seniors, mais aussi pour les jeunes connectés, et enfin pour accompagner le développement à l'international. Et puis la troisième rupture, c'est une rupture de modèle économique en associant une connectivité sans fil, devenue accessible à tous, et de nouveaux services de mobilité. Alors oui, l'automobile n'a pas vocation à rester purement fonctionnelle, elle peut encore faire rêver, c'est un objet de passion, et cette passion, eh bien, il nous revient à nous constructeurs de l'entretenir et de faire de beaux objets. Je propose de passer maintenant au 4e enjeu majeur. C'est un enjeu de diffusion au plus grand nombre et donc de performance économique. Pour que l'automobile assure ce rôle de vecteur de progrès, il nous faut offrir cette mobilité à des prix de plus en plus abordables, notamment pour que ce progrès soit accessible à tous et donc évidemment aux habitants des pays émergents comme l'Inde ou comme la Chine. Nous devrons savoir offrir une gamme plus étendue avec un contenu adapté à chaque région. La Logan a montré la voie en offrant un contenu juste nécessaire et a ouvert l'accès à l'automobile à un très grand nombre. Et là encore, les ingénieurs devront mobiliser toute leur ingéniosité pour trouver des techniques de production les plus efficaces, les plus simples, les plus économiques. Notre industrie est très fortement capitalistique et nécessite des investissements qui se comptent en centaines de millions d'euros. Un des défis majeurs est de revoir en profondeur nos process de fabrication pour réduire fortement ces investissements. L'autre enjeu est de concevoir un système industriel mondial qui permette une fabrication au plus près des marchés. En effet, l'impératif CO2 que j'ai évoqué tout à l'heure se conjugue assez mal avec des déplacements massifs de sous-ensembles, voire de véhicules complets. Et cet impératif économique, même s'il fait moins rêver les ingénieurs, eh bien c'est aussi une des dimensions les plus citoyennes des enjeux que nous aurons à relever. Enfin, je voudrais donc terminer cette partie sur les défis par celui de l'automobile dans un nouveau système de mobilité que j'appellerais l'automobilité. Le modèle traditionnel est la possession du véhicule. Ce modèle subsistera, mais sera complété par un mode de partage et aussi une meilleure complémentarité des transports. Nous considérons qu'avec le développement des véhicules électriques et l'articulation avec les transports urbains ou interurbains, une nouvelle forme de mobilité va se développer. Le principe de l'autopartage commence à faire son chemin, par exemple. Beaucoup d'acteurs du secteur automobile, du secteur des transports ou des technologies de la communication explorent ce nouveau champ. Il faudra réunir pas mal de conditions pour développer ce modèle, comme par exemple des véhicules à la fois très résistants aux agressions liées aux utilisateurs multiples. Ceux qui connaissent les Vélib savent que ces vélos n'ont pas une durée de vie très très longue. Des véhicules résistants donc, des véhicules très faciles à utiliser, très intuitifs et aussi personnalisables facilement. Mais aussi un mode d'accès très facile en connexion avec les moyens modernes de communication et enfin un coût d'usage très compétitif. Ceci participera également à un accès à la mobilité à un plus grand nombre. L'autopartage ne sera évidemment pas le seul axe de cette nouvelle mobilité. Les réflexions concernent toute l'articulation entre les différents modes
avec des systèmes permettant aux personnes de trouver immédiatement le meilleur moyen de se déplacer rapidement, en toute sécurité et au meilleur coût. Au passage, je viens du technocentre tout à l'heure et j'ai bien utilisé l'intermodalité. J'ai posé ma voiture près du métro qui est à côté de chez moi et j'ai fini le trajet dans le métro. Donc ce 5e enjeu n'est certainement pas le plus simple. Il fera entrer l'automobile dans une nouvelle dimension en étant intégré dans un système au même titre que le vélo ou le TGV. Et Renault, depuis les années 90, travaille sur ces projets d'être architecte de la mobilité. Finalement, avec ces 5 enjeux, vous voyez que l'automobile a devant elle de bien beaux défis. Nous pensons, chez Renault, que si l'industrie automobile et les autres secteurs qui lui sont connexes savent relever ces défis, alors réellement, l'automobile a bien vocation à rester un superbe moteur de progrès pour l'humanité et dans le respect de la planète. Les moyens de relever ces défis devraient se concentrer sur les grandes percées scientifiques et technologiques qui se dessinent à l'aube de ce XXIe siècle. La réussite passera par l'intégration de ces technologies et par une approche systémique. Et cela, c'est bien le domaine des ingénieurs. Mais il faudra aussi savoir quitter le domaine de la technologie pour bien intégrer celui des biosciences, la connaissance plus intime de l'homme, pour interagir avec le marketing et les services. En un mot, pour s'ouvrir davantage aux autres métiers. Et c'est cela que je propose de développer dans ma 3e et dernière partie.